Bien, donc bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être présent et présente pour ce 15e déjeuner jeunes chercheurs organisé par le LABEX Futur Urbain. Donc aujourd'hui, c'est un déjeuner qui nous est proposé par le groupe Ville et Numérique et qui sera introduit dans quelques secondes par José Frédéric de Roubaix, que je remercie évidemment. Donc ce déjeuner, c'est un déjeuner donc, qui est proposé par Matthias Heinrich et qui porte en fait sur la question de la numérisation des usages dans les modèles de consommation énergétique. Alors, on est particulièrement intéressé parce que c'est la deuxième fois depuis qu'on organise ces déjeuners qu'on a affaire à une présentation qui relève à la fois des sciences sociales et des sciences de l'ingénieur. Et c'est un objectif en fait de rapprochement interdisciplinaire que le LABEX en fait a essayé de soutenir depuis l'origine en 2011 et qui n'est pas évidemment toujours facile à soutenir. Je suis aussi intéressé, et le LABEX est intéressé à d'autres titres par ce déjeuner jeunes chercheurs, notamment parce que plus récemment, hein, depuis le début du mois de janvier 2022, le groupe Ville et Énergie, sous la houlette de deux coordonnateurs nouveaux, hein, qui sont Arnaud Passalacqua et Anaïg Wari, va développer un programme de séminaire sur plusieurs années qui porte sur la décroissance énergétique et sur les villes de faible croissance énergétique. Donc, on est là sur un sujet qui pourra forcément les intéresser et intéresser le LABEX. Et donc, si vous êtes les unes et les autres intéressés par leur travail, sachez qu'ils en auront une nouvelle présentation lors des 2 jours du LABEX qui auront lieu le 7 et le 8 juin prochain, en présentant donc l'après-midi du 8 juin un séminaire commun avec Olivier Coutard dans le cadre de construction des futurs urbains. La question des usages qui va être au cœur de ce déjeuner, c'est une question qui est absolument essentielle pour l'histoire des futurs urbains. Donc, je ne savais pas que Jean-Pierre Lévy co-dirigeait en fait la thèse de Mathias. Donc, quand j'avais préparé quelques mots d'introduction, je me rappelais d'une intervention de Jean-Pierre dans les Futurs DES il y a déjà quelques années, où dans un débat avec des ingénieurs de l'Essier, il mettait à très juste titre l'accent sur les usages sur un autre sujet qui était celui de la Smart City. Et puis enfin, pour montrer aussi comment en fait, on est intéressé par ces questions-là, plusieurs groupes de travail du LABEX, hein, je pense à Nature Urbaine en particulier, je pense aussi aux groupes qui travaillent sur la cité des cartes ou encore au programme de recherche E3S avec EFAGE, ont croisé en fait des problèmes de consommation énergétique, en particulier la question de la géothermie et la question des échelles utiles pour pouvoir en fait faire de la géothermie et pour pouvoir en fait connecter des usages autour de ça. Voilà, donc plein de raisons qui expliquent qu'on attend avec impatience cette présentation et qu'on se réjouit de la voir. Donc merci à vous, Mathias, de nous la proposer. Et puis sans transition, je donne la parole à José Frédéric pour la présentation de la séance d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est à moi que revient la tâche de dire 2 mots sur à la fois la présentation et surtout sur le présentateur qui est Matthias Heinrich, et que je suis très heureux d'introduire parce que, en fait, quand il, euh, quand il a accepté de faire cette présentation, ça nous a ramené, Anna Aguilera et moi-même, qui animons le groupe transversal Ville et Numérique, aux origines de ce GT. Alors, je vous expliquerai pourquoi. Je vais d'abord dire 2 mots, à tout seigneur, tout honneur, je vais d'abord dire 2 mots de Matthias Heinrich, et puis après ça, je vous parlerai un tout petit peu, rapidement, de l'histoire du GT Ville et Numérique et de pourquoi, en fait, c'est un retour aux sources que cette présentation. Alors, Mathias est donc doctorant au LATS, sous la codirection de Jean-Pierre Lévy et Latifa Oukelou. Alors, effectivement, comme le disait Loïc, Mathias a un parcours assez intéressant parce que il est agrégé en génie électrique et génie mécanique de l'ENS Rennes. Et au cours de ses études au sein du département de mécatronique de l'ENS Rennes, eh bien, il y a une question qui l'a taraudé et qui est justement celle des usages et des usagers et de la prise en compte de ces usagers et de ces usages dans la modélisation et dans les simulations qu'on peut
qu'on peut fabriquer à partir des modèles de consommation d'énergie. Alors, je disais, ça m'a fait particulièrement plaisir parce que ça me faisait revenir quelques années en arrière. Effectivement, le GT Ville et Numérique, avant d'être le GT Ville et Numérique, avait existé sous une première forme qui s'appelait le GT modélisation, pratique de modélisation et dynamiques urbaines. Et on se posait justement la question à la fois de la fabrication des modèles et puis de l'usage des modèles dans la fabrique urbaine. Et on verra que, en fait, c'est là exactement les deux versants, les deux focales par lesquelles Mathias regarde la modélisation et les modèles en matière de consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment. Ce GT Ville et Numérique, il avait produit cette chose-là, je vous le montre à l'écran là. C'était un dictionnaire passionnel de la modélisation urbaine. Et je me suis replongé là-dedans. Alors, ça fait quand même quelques années, puisque ça date de quand ça date de 2017. Mais je me suis quand même replongé dans ce document qu'avait produit collectivement le GT Modélisation et Dynamique Urbaine. Et en regardant la table des matières, il y avait deux entrées. Et alors, il se trouve qu'en plus, elles se succèdent. C'est l'entrée comportement et l'entrée complexité et complication des modèles. Alors, moi, je vais juste vous lire un petit extrait qui, à mon avis, plantera bien le décor de l'intervention, de la présentation de Mathias. Et puis, je lui laisserai donc commenter ce qui a pu être dit sur la prise en compte des comportements des individus. Et surtout, je ne dirai rien, parce que sinon je serai trop long, sur complexité et complication, puisque bien sûr, la prise en compte des comportements suppose de s'attaquer à cet autre problème que sont les phénomènes complexes et essayer d'éviter la complication trop grande des modèles. Alors, il y avait Olivier Bonin qui avait fait l'entrée comportement et qui disait la chose suivante, qui disait « L'approche de la modélisation par simulation des comportements individuels pose la question du degré d'abstraction du modèle et renvoie à la question du niveau de généralité du modèle. Comment s'assurer que la prise en compte d'un très grand nombre d'individus aux comportements a priori tous différents nous apporte une connaissance utile et utilisable dans le système ou sur le système qui est modélisé et ne nous présente pas qu'un résultat dépendant de tellement de contingences qu'il est impossible d'en tirer des enseignements pratiques. » Et Olivier Bonin de prendre l'exemple des modèles multi-agents de flux de piétons qui ne comportent pas de flux à proprement parler, et dans lesquels chaque piéton devient un agent du système doté de capacité de déplacement, de capacité d'observation, voire de communication avec les autres agents. Et il terminait par cette phrase qui, à mon avis, pose bien le décor. Si cette approche est sans doute souple, elle ouvre également une boîte de Pandore. Deux points. Doit-on prendre en compte des personnes à mobilité réduite, les daltoniens, ceux qui ont peur des mouvements de foule, voire le marcheur distrait, perdu dans sa lecture et qui se trompe d'itinéraire pour avoir des résultats significatifs. Donc voilà, je m'arrêterai là. Je pense que la question telle que la pose Olivier Bonin fera écho à ce que va pouvoir nous dire Mathias. Ok, donc c'est à vous, Mathias. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation. J'espère que vous m'entendez bien. Du coup, alors, on a introduit un peu mon parcours. Donc moi, j'ai effectivement suivi un parcours en génie électrique, en génie mécanique. J'avais envie effectivement de resituer mon travail de thèse dans les questionnements que j'ai pu avoir. Moi, je suis du coup un ingénieur. Je me situe comme un ingénieur qui s'est amené à se poser des questions sur l'énergie, comment réduire la consommation d'énergie dans le contexte climatique et énergétique que l'on connaît. Et effectivement, la question des usages a assez vite émergé parce que, à travers les outils que l'on connaît, les modèles,
ces usages étaient souvent transparents, très désincarnés. Je vous ai mis ici une illustration qui résume assez bien comment un ingénieur voit généralement les consommations dans un logement. On va avoir une somme de systèmes pour lesquels on va pouvoir fournir des ordres de grandeur de consommation. On va mettre des personnes transparentes ou aussi en noir, qui sont, on l'imagine, des sources de consommation, mais sans forcément restituer les causalités. On ne saura pas qui sont ces personnages, pourquoi est-ce qu'ils ont réalisé ces consommations. Moi, je reste un ingénieur, donc l'outil de modélisation, ça reste mon outil de travail principal. C'est ma rencontre avec Jean-Pierre Lévy qui m'a amené en fait à me poser la question de comment est-ce que ces usages pouvaient être retranscrits dans les modèles. Parce que ces modèles restent une brique importante de l'action, que ce soit dans les milieux administratifs, dans les ministères, dans les établissements publics, mais aussi dans les bureaux d'études, où en fait ils servent en fait à la décision. Donc moi, les questions de recherche, comme l'introduisait José Frédéric, elles sont en fait de deux principaux ordres. Il y avait une question qui est relative vraiment à l'objet modèle. C'est la partie plus traditionnelle latienne que vous pourrez retrouver ici. C'est que sont les modèles en fait, comment sont-ils utilisés? Donc il y a un travail d'inventaire que je réalise dans ma thèse. Donc quels sont les environnements où ils sont utilisés, à quelles questions peuvent-ils répondre, quelles sont leurs performances pour y répondre, comment ces modèles sont appropriés. Donc, le dictionnaire passionnel fournit déjà des premières réponses dans d'autres cadres d'usage. Moi, j'essaie dans ma thèse, à travers une série d'entretiens, de questionnements, de répondre à ces questions-là dans deux cadres, qui sont plutôt les bureaux d'études où on utilise des simulations thermiques dynamiques, par exemple, pour planifier des rénovations, et dans le cadre plutôt des politiques publiques, où en fait, on va identifier des facteurs qui sont plus ou moins importants dans la consommation d'énergie. Dans cette présentation, je vais moins parler de cette partie qui est un peu moins avancée dans mon travail de thèse. Et j'espère plutôt, en fait, comme le disait le titre de ma présentation, parler plutôt d'une proposition de modélisation que je fais, qui vise en fait à intégrer ces usages de consommation. Donc, vous avez commencé à introduire effectivement la notion de complexité qui ouvre en fait la question de jusqu'où on ira dans la complexification. Donc, on traitera cette dimension dans la présentation. La question est comment est-ce qu'on peut intégrer ces usages, dans quelle mesure, quels sont les défis techniques et théoriques qui se posent à nous, et quelle serait la performance d'un tel modèle comparativement au modèle qui existe actuellement. Dans un dernier temps aussi, quels sont les impacts. Donc la présentation va se déplier en 3 temps. Je sais que nous ne sommes pas tous modélisateurs, ce n'est pas des objets qu'on est tous familiers, et que le secteur du bâtiment pas forcément non plus. Donc j'aimerais prendre un premier temps introductif pour présenter 2 modèles très fréquents, très connus, pour qu'on puisse un peu voir qu'est-ce qu'il y a un peu derrière la boîte noire de modèles. Donc, je présenterai la régression multilinéaire et la simulation thermique dynamique. Je vous présenterai ensuite une approche que moi je vais proposer dans ma thèse, qui donc est proposée aussi dans un article, de modélisation des consommations par les modes de vie. Et dans un dernier temps, j'essaierai de dépasser un peu juste le modèle de consommation pour voir en fait en quoi rentrer par les pratiques et les comportements résidentiels, ça permet de changer la perspective quand on essaye de répondre à une question qui peut être par exemple, est-ce que c'est pertinent ou pas d'automatiser des logements? Et en fait, ce que je fais ici, c'est que je défends l'idée qu'une approche par profil, hein, qui n'est pas nouvelle, mais par profil qui se base sur les pratiques, sur les comportements résidentiels, ça permet de répondre un peu différemment à ces questions. Un premier temps, du coup, sur les modèles de consommation, il y a usuellement, vous êtes sûrement familier avec cette notion-là, deux grandes familles de modèles, les approches top-down, les approches bottom-up. Les premiers, donc, ça va être des modèles de consommation qui vont essayer d'estimer la consommation d'énergie à partir de caractéristiques agrégées, du ménage, du logement. Donc, ça peut être des caractéristiques telles que le revenu, la surface, la classe socio-professionnelle, des choses de cet ordre-là. Et de l'autre côté, vous allez avoir des approches bottom-up. Alors, comme son nom l'indique, là, il va plutôt s'agir de décomposer le phénomène de la consommation d'énergie et de sommer en fait un ensemble de contributions. Donc, par exemple, pour un modèle, on va additionner la consommation du chauffage, de l'éclairage, etc.
un exemple de modèle bottom-up qui est très connu et auquel vous avez sûrement déjà été confronté un jour, c'est la régression linéaire multiple, donc qui est un modèle qui est très très répandu. Donc ici je vous ai mis une capture d'écran d'un rapport en fait du ministère de l'écologie qui s'appelle les ménages et la consommation d'énergie. Dans cette modélisation, l'énergie qui est consommée dans les logements, elle est vue en fait comme la somme des contributions de différents facteurs. Donc là, je restitue uniquement le point de vue mathématique qui est traduit dans cette modélisation. Ce qui est fait, c'est une estimation des effets qui sont en fait visualisés avec les coefficients alpha k, donc pour k étant chacun des facteurs, xk étant chacun des facteurs, donc il y a k facteurs. Alpha k, c'est l'effet de la variable, et en particulier même de la modalité, sur l'énergie qui est consommée dans les logements, toutes choses égales par ailleurs. Donc ça permet par exemple de visualiser l'effet du nombre de personnes, du revenu, du type de chauffage. Et si cet effet est suffisamment important, donc on a ici une colonne significativité, on va pouvoir statistiquement justifier de la non-nullité de cet effet-là. On va pouvoir faire une liste des effets. Donc l'intérêt de ce raisonnement, c'est qu'il est très séduisant. Laurent Mermet, personne que j'aimais beaucoup lire, il parlait de concept attracteur. Donc c'est un concept qui est très attracteur, c'est le raisonnement toutes choses égales par ailleurs, parce qu'il permet d'isoler chacun des effets. On peut dire que c'est la faute à la surface, puis c'est la faute à tel niveau de revenu. On va pouvoir attribuer en fait des causalités qui sont extrêmement simples. Et d'autre part, il y a un autre avantage de cette modélisation, c'est qu'elle a une performance de prédiction qui est relativement élevée. Néanmoins, il y a quand même des gros soucis à cette approche-là qui ont déjà été pointés, donc là je n'innove pas du tout, mais en particulier pour le secteur du logement, on sait que ces variables sont extrêmement corrélées entre elles. Ça pose un souci d'un point de vue mathématique, parce que les coefficients qui sont calculés, donc il y a des raisonnements, enfin, il y a des questions de calcul derrière, les coefficients qui sont calculés sont assez peu précis. Ensuite, il y a un souci d'interprétabilité, donc pour reprendre Laurent Mermet, il y avait est-ce que le concept qui est proposé, le modèle qui est proposé est attracteur, mais après, est-ce qu'il est actionnable? Est-ce que c'est un concept qui peut servir à agir? Et à ce moment-là, on se pose des questions sur la signification en fait, de ces effets, toutes choses égales par ailleurs. Bon, là, pour le coup, les recherches ethnographiques ou les sociologies d'énergie montrent bien en fait, les limites de ce raisonnement, puisque dans les contextes d'habitation qui sont observés, c'est un ensemble de paramètres qui va permettre d'expliquer les comportements et donc les consommations d'énergie. Un second modèle qui existe, là on parlait plutôt d'un modèle agrégé qui est utilisé donc, dans le milieu de la recherche, dans le milieu administratif, un second type de modèle qui est utilisé, donc que peut-être vous avez eu à rencontrer plus ou moins indirectement si vous avez acheté votre logement ou si vous le louez, vous avez dû faire un diagnostic de performance énergétique. C'est un modèle qui est utilisé dans les bureaux d'études. Et donc là, le principe, c'est de réaliser une maquette numérique de votre logement et en fait de calculer chacun des postes de consommation, quelles sont les consommations associées à chacun des postes. Le chauffage, la ventilation, le flot sanitaire, l'éclairage. Pour chacun de ces postes de consommation, en fait, ce qui est fait, c'est une géométrie et un matériel qui est attribué, en fait, et un scénario de comportement, un scénario d'usage. L'intérêt de cette modélisation, c'est que bien sûr, elle est très explicite. On va pouvoir étudier la sensibilité des résultats à chacun de ces paramètres. Néanmoins, ce qui est très bien connu sur ces modèles-là, c'est qu'il y a des limites inhérentes à la complexité. Donc, on retrouve ces questions de savoir est-ce qu'on va simuler tous les cas particuliers ou à ce moment-là, si on ne les simule pas tous, à quel endroit on va s'arrêter. Il y a, par exemple, pour s'arrêter même juste au niveau des paramètres physiques du bâtiment, l'homogénéité des murs est quelque chose qui est acté dans les modèles, mais qui n'est pas vrai en réalité. Il y a de nombreux sous-modèles qui sont extrêmement simplifiés et on en est juste au niveau des modèles physiques. On n'est pas encore au niveau des modèles d'usage qu'on n'a pas encore décrits. Si maintenant on parle des comportements, les scénarios les plus avancés, donc il y avait initialement des scénarios d'usage très standardisés qui sont cadrés par la réglementation thermique. Il y a des modèles stochastiques, notamment qui ont été proposés par Eric Forger, qui permettent de reproduire des corrélations. Donc, par exemple, on va faire des scénarios probabilistes d'usage. Bon, ces modèles-là sont très intéressants parce qu'ils permettent de mettre de la diversité dans les usages. Néanmoins, ils ne restituent pas non plus les processus de consommation. Donc, c'est une limite importante à ces modèles.
Donc, les problématiques qui sont associées à ces deux modèles sont de deux ordres. D'une part, il y a une problématique prédictive, parce que c'est les modèles que je vous ai présentés, lorsqu'on les évalue sur des données réelles, il est très fréquent en fait, d'avoir des erreurs de prédiction qui sont assez importantes. Un facteur 2 d'erreur dans les prédictions est quelque chose qui est assez fréquent. D'autre part, l'explicabilité, lorsqu'on confronte en fait les modèles qu'on a vus avec ces deux modèles-là, avec une analyse fine. Je prends souvent les exemples de recherche ethnographique, donc Marguerite Bonin qui avait fait une thèse avec Jean-Pierre Lévy et que j'ai beaucoup lu, mais il y a aussi une littérature assez abondante sur le sujet. Lorsqu'on confronte ces modèles à ces descriptions, on se rend bien compte que on a ici affaire à une restitution de corrélation, mais on a assez peu de place pour les processus de consommation, pour les pratiques des habitants. Donc, ce que moi j'essaye d'explorer dans ma proposition de modélisation pour améliorer en fait ces modèles-là, c'est de deux ordres sur ces deux thématiques-là. En termes de précision, il y a un enjeu de structure des modèles. Le fait d'additionner des phénomènes, enfin des facteurs avec une hypothèse de linéarité, c'est une hypothèse qui est très forte. On sait qu'il y a des interactions fortes en fait, entre les paramètres, typiquement entre la température et l'âge, entre l'isolation en fait, et la température. C'est un effet qui est très non linéaire et qui n'est pas intégré dans le modèle de régression, pour prendre un exemple un peu grossier. Une seconde hypothèse, en fait, c'est que pour améliorer en fait, ces modèles-là, il est nécessaire, pour utiliser aussi ces modèles-là en dehors du cadre du moment où sont produites les données, c'est-à-dire où les corrélations sont avérées, si on veut étendre la validité de ce modèle-là, il est nécessaire en fait, de restituer un minimum de causalité et des processus de consommation. Donc, l'hypothèse qui est faite, c'est de partir non plus de la technique, non plus des systèmes, du bâtiment, qui sont en fait constamment situés comme étant l'origine des consommations, mais de partir plutôt des usages. Et donc, c'est tout ça la première brique élémentaire de la modélisation. Cette proposition de modélisation, bien sûr, elle se heurte à des problématiques assez importantes. La première d'entre elles, c'est qu'il y a assez peu de données disponibles qui croisent les usages, le bâtiment, le ménage et les consommations. C'est une donnée rare, on le voit dans le peu de publications sur le sujet, en particulier sur les usages domestiques. Donc là, les données que moi je mobilise, j'en reparlerai un petit peu après, c'est de deux projets. Le premier, Energia, Brenner et Phébus, QMTVS, qui sont tous les deux des données en France. Et il y a un second enjeu technique, c'est le traitement de données mixtes. Donc moi, je manipule des données d'enquête. C'est des données qui sont à la fois quantitatives et qualitatives. Je vais donner un certain nombre d'exemples sur la slide. Ensuite, il y a les défis théoriques. Donc on y revient. Si on veut parler des usages, en fait, indirectement, on se rapporte à des questions de théorie de l'action. Donc moi, dans ma réflexion, en fait, en bon ingénieur qui a suivi ses cours, il s'agissait d'abord de comprendre que moi, j'avais intégré inconsciemment une théorie de l'action de l'acteur rationnel qui fait les calculs d'utilité pour réaliser ces actions de consommation. La question que se pose alors, lorsqu'on adopte une vision culturelle de comment est-ce qu'on peut intégrer une vision où, en fait, où les comportements sont inscrits dans un système de matériel et cognitif. Donc, en fait, qu'il y a une interaction et que c'est un système qui se tient. C'est un ensemble cohérent de pratiques, de croyances et de systèmes. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer ces modèles qualitatifs dans des modélisations de consommation. Bon, la réponse, en l'occurrence, lorsqu'on voit des imbrications aussi fortes, ce qui est fait généralement dans la recherche, c'est de proposer des typologies. Et effectivement, moi, dans ce que je propose dans ma thèse, c'est de repartir des comportements et de proposer une approche qu'on appellerait grossièrement par mode de vie, même si l'appellation est impropre. Je propose cette dénomination pour mieux faire comprendre la proposition. Donc, ce que je propose ici de décrire dans les slides à venir, c'est comment est-ce que j'ai réalisé un travail de classification de données sur des données d'enquête, à partir de données de comportement domestique exclusivement,
Je ne considère pas, dans un premier temps, les logements et les ménages. Et dans quelle mesure cette classification permet en fait de dessiner des modèles de consommation. Donc, comme je disais, je mobilise deux sources de données. D'une part, le projet Énergiable, qui est un projet ANR de 2010, qui était mené à l'époque par Jean-Pierre Lévy, où 2000 ménages franciliens avaient été interrogés sur les aspects donc, de comportement domestique, les consommations d'énergie, les caractéristiques du logement et du ménage. J'utilise également des données du projet Phébus, donc, qui est une enquête qui a elle, mobilisé 5000 ménages dans toute la France. C'est une enquête représentative. Sur cette seconde enquête, les données sont un peu moins riches en termes de comportement domestique, sont toutefois suffisantes pour faire un travail de modélisation. Et voilà. Ce que je vous propose de faire, du coup, c'est de vous décrire comment est-ce que j'ai fait ce travail de classification. Donc, il y a deux versants à cette présentation. Un versant méthodologique et un versant plutôt sur les outils, sur la manipulation de données mixtes. Donc, la manière dont j'ai procédé, c'est, je vous décris ici ce qui a été fait dans un article qui a été proposé à la revue Energy and Buildings, à partir de 35 variables de comportement qui avaient été sélectionnées par l'équipe du projet Énergiable. On réalise en fait une classification de variables mixtes pour ensuite réaliser une classification des comportements à partir des scores de ces ménages sur des variables synthétiques, ce qui nous permet en fait de décrire une série d'archétypes. Un petit temps pour décrire donc, chacune des étapes de la méthodologie. Je vous ai ici remis une série, enfin la liste en fait des comportements qui ont été mobilisés pour ce travail de classification. Il y a 35 variables de comportement qui sont quantitatives et qualitatives. Les dénominations des variables sont en fait distinguées suivant le domaine de consommation, F pour food, HY pour hygiene, light, thermal comfort, work and leisure and occupation. J'ai mis la description en fait de chacun de ces comportements. On voit qu'il y a des comportements très variés en fait, qui recouvrent des dimensions d'équipement, d'usage et de régulation. Donc, typiquement, ce qui est inclus ici, c'est les usages d'hygiène, d'alimentation, les usages liés à la pratique du chauffage, aux pratiques de loisirs et de travail. Donc on voit qu'on recouvre une diversité assez importante de pratiques domestiques. Il sera intéressant de discuter justement de l'inclusion en fait, d'autant de variables dans un travail de classification. On va le voir dans la suite. Un enjeu technique fort hein, qui revient souvent dans les travaux lorsqu'on mobilise des données riches, c'est comment est-ce qu'on peut croiser des données quantitatives et quantitatives. Donc, ce qui est fait usuellement en recherche en sciences humaines et sociales, et ce que j'ai vu dans beaucoup de documents, c'est une analyse en composantes multiples sur des données catégorielles. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit des seuils pour différentes variables, et puis en fait, on réalise après une analyse factorielle. Il y a deux inconvénients à ça, c'est que d'une part, on en fait appel à une expertise sur ces seuils, ce qui n'est pas forcément toujours ce qui introduit en fait des biais. Et il y a un autre écueil, c'est que l'espace synthétique qu'on crée avec une analyse factorielle, il n'est pas toujours adapté à la classification. Donc ça, moi, c'est un point qui m'avait vraiment beaucoup intéressé, que j'avais envie d'aborder un peu avec vous. C'est le réflexe analyse factorielle n'est pas forcément toujours le meilleur, parce qu'on veut en fait créer un espace synthétique pour classifier des variables. En l'occurrence, il y a d'autres méthodes qui existent. Le critère qui est utilisé pour l'analyse factorielle, c'est un critère d'étalement des données. On va regarder les directions dans lesquelles les points sont plus espacés. On va dire, voilà le premier axe factoriel. On va chercher dans l'orthogonale, donc une autre direction où il y a le plus d'étalement. Et en fait, cet espace-là ne permet pas toujours de faire la meilleure classification. Donc, moi, j'ai été confronté à ce problème-là. Donc, avec mes données-là, il n'était pas possible, avec une SCM, de réaliser une classification qui fasse sens. Donc, il y a d'autres approches qui existent, en particulier, par exemple, l'analyse factorielle de données mixtes, qui reste une analyse factorielle, mais qui permet de traiter des données mixtes, donc on élimine le seuillage. Et ça ne permettait, moi, toujours pas d'avoir des classes qui fassent sens.
Et donc, moi, j'ai choisi comme approche, c'est la classification des variables mixtes. Donc, il y a une approche proposée par Chapin en 2014. Et l'idée, c'est on ne va plus regrouper des variables si elles ont, par étalement de points. On va regrouper des variables si elles disent la même chose. Donc, c'est un critère non plus de variance, mais un critère de corrélation. Donc, si des personnes sont intéressées par cette méthode, moi, je serais ravi d'en parler un petit peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, là, vous avez un dendrogramme. Donc, c'est une manière de représenter en fait, la proximité entre des éléments, ici des variables. Vous voyez qu'ici, plus le nœud entre deux variables est bas, plus de variables sont en fait corrélées, si je résume globalement l'information. Donc, il est possible de créer ici 9 groupes de variables. Vous voyez que les domaines de consommation sont regroupés. Donc, par exemple, ici à gauche, les variables liées work and leisure sont regroupées parce qu'elles sont très corrélées. Les variables de food equipment sont aussi regroupées dans la seconde variable, etc. Donc ça permet de créer un espace synthétique qui va permettre de créer la typologie des comportements domestiques. Sur cette slide-là, je vous ai représenté la typologie telle que je l'ai construite. On ne va pas forcément s'attarder énormément sur la description, peut-être vous illustrer deux archétypes. Le premier, la maison du loisir. Donc ces archétypes sont différenciés sur les 9 variables synthétiques que nous avons construites. Donc c'est des ménages qui typiquement ont un très fort niveau d'équipement, sont très consommateurs en chauffage, et en même temps sont assez peu présents et il faut quand même des attentions dans des pratiques de régulation, donc des gestes de régulation et d'économie sur l'éclairage. Au contraire de, par exemple, l'archétype 2 ou l'archétype 6, qui sont des ménages qui sont très peu équipés, qui font attention à leur consommation de chauffage. L'archétype 2, lui, est un peu présent, l'archétype 6, très présent. On voit qu'en fait, on dessine des stratégies d'habitation qui sont assez variées. Et ce qui nous a intéressé, c'était de nous demander, mais en fait, on a créé 9 variables, 7 archétypes de comportement, mais qu'est-ce que ça dit en fait d'être partie des comportements sur les ménages qui sont associés et les consommations d'énergie qui sont associées? Qui sont les ménages qui sont dans ces archétypes-là? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste tracé la distribution de la consommation d'énergie pour chacun de ces archétypes. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que, si on parle des comportements, et qu'on fait des classes de comportements, là aussi, en fait, on arrive à séparer les modes de consommation d'énergie. On a des distributions qui sont très différentes les unes des autres. Et c'était intéressant de voir ça parce que, classiquement, ce qui est fait dans les régressions multilinéaires, c'est qu'on dit les comportements, ils ont un faible effet sur la consommation. Ben là, en fait, on a une approche un peu duale de se dire qu'en fait, quand on parle des comportements, on arrive aussi à séparer les consommations. Et donc, ce qu'on a continué à faire, c'est qu'on a regardé qui étaient les ménages qui étaient là-dedans. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça renvoyait en fait à des structures de ménage et de logement singulières. C'était par exemple, pour reprendre les deux exemples, la maison du loisir, on dit que c'était des ménages qui étaient très équipés, qui étaient peu présents à la maison. Donc ici, on retrouve cette dimension-là. Ce sont en fait des ménages qui sont des revenus plutôt élevés, avec des enfants, qui ont des logements, qui habitent plutôt dans des maisons individuelles. Au contraire, du coup, de l'archétype 6, l'archétype de la frugalité, c'était plutôt des personnes âgées qui vivaient dans des appartements parfois trop grands pour eux. Ce qu'on s'est aussi amusé à faire, c'était de tracer en fait la propagation, entre guillemets, je mets propagation parce que ce n'est pas une étude longitudinale, hein, c'est une étude à un instant T donné. On a tracé la proportion des archétypes en fonction des tranches d'âge en distinguant les hauts revenus des bas revenus. Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une dépendance forte en fait entre l'âge et la composition du ménage avec la variable archétype que nous avions créée. Donc ça, c'était une remarque qui rejoignait des travaux qui avaient déjà été de la littérature sur le cycle de vie du ménage. Donc à nouveau, on n'a pas de données longitudinales, donc c'est compliqué d'attester de cette variable-là. On peut toutefois poser cette hypothèse que le cycle de vie du ménage semble jouer un rôle très important dans les consommations d'énergie. À nouveau, si vous voulez parler un petit peu plus en détail de ces graphiques plus tard, ce sera avec plaisir.
on parlait de modèle de consommation. Là, ce qu'on a fait actuellement, c'est qu'on est parti plutôt des modes de vie. On a montré que ça renvoyait à des structures de ménage et de logement. Bon, bah, l'idée qu'on a eue dans la foulée, c'était de se dire, bon, on a construit un modèle explicite, les comportements, les structures de ménage-logement. Est-ce qu'on ne peut pas simplement associer à chaque ménage la consommation médiane des ménages qui appartiennent en fait au même profil? Donc, c'est un modèle très, très rudimentaire. On peut se demander, bon, bah, pour cette première approche, qu'est-ce qu'on peut avoir comme performance prédictive? Donc, c'est la métrique qui est généralement utilisée pour qualifier les modèles. Donc, j'ai repris avec cette structure hiérarchique la division d'abord en archétypes sur les comportements, et puis la différenciation en profil de ménage et de logement. Donc ça, on l'a fait. En fait, on a construit du coup 25 profils de ménage et de logement à partir de la classification des ménages. Et on obtenait ici un critère de un R carré, donc, qui mesure la variance qui est expliquée. Donc la variance, c'est l'écart en fait entre les données et leur moyenne. Donc, est-ce que cet écart entre les données et la moyenne, on explique 100% ou plutôt 50%, 0%, 0%, ce n'est pas un bon modèle du tout. Là, on voit qu'on est à 45% à titre de comparaison. Un modèle de régression multilinéaire, lui, il va être plutôt à 60, 65%. Donc, on voit qu'au regard des critères prédictifs usuels de la littérature, on a produit ici un modèle explicite des consommations, puis explicite parce qu'on a restitué le contexte de logement, le comportement, et on a lié les deux pour pour fournir une estimation de la consommation. Et on arrive à un premier R carré avec un modèle rudimentaire de 45%, ce qui est correct sans être extraordinaire. Donc c'est ce que je disais en synthèse de cette partie. Une modélisation archétypale de la consommation d'énergie, elle apporte une performance prédictive moyenne pour l'instant. Il y a une question qui se pose à ce moment-là, c'est, bon, il y a un dilemme, est-ce qu'il vaut mieux avoir un modèle qui soit précis ou un modèle qui soit explicable? Donc là, on rejoint le questionnement dont je parlais en début de ma présentation sur quels sont les usages en fait, des modèles. Est-ce que la performance prédictive avec ce R carré qui obnubile tous les modélisateurs puisqu'ils vont évaluer constamment leur modèle au regard de ce critère de précision, est-ce que c'est un bon critère? Est-ce que la modélisation par les processus que nous, on essaye d'explorer ne semble pas pertinente pour eux? Ça, c'est la question que je me pose actuellement. Pour un dernier temps de présentation, j'avais envie de vous montrer aussi qu'au-delà d'un modèle de consommation, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on parle des comportements, en fait, on a vu qu'on a construit en fait, des milieux de vie avec des ensembles de comportements. Et en fait, on a construit des profils, et cette approche par archétype, elle permet en fait de reposer des questions de politique publique et du coup d'apporter d'autres réponses quantitatives. Donc ici, par exemple, il y a le cas de l'automatisation du chauffage des logements. Donc c'est une question assez technique qui peut sembler assez rudimentaire. Il y a des réponses d'ingénieurs qui existent et qui ne prennent pas en fait en compte ces modes de vie. Donc ce que j'avais proposé à un étudiant, Alexis Wagner, qui a fait son stage de Master 2 avec moi, c'était en fait de voir dans quelle mesure est-ce que l'utilisation de profils types de logement, de ménage et de comportement, donc cette modélisation par mode de vie, permettait en fait d'améliorer le choix d'une automatisation optimale du système. Est-ce que c'est pertinent environnementalement ou pas? Et donc, ce qui a été réalisé pendant ce stage-là, c'était de réaliser une simulation thermique dynamique, donc simule des logements typiques pour estimer les bénéfices environnementaux, c'est-à-dire les économies d'énergie et les impacts environnementaux associés sur le cycle de vie de tout le système. Est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice en termes de CO2 et en termes d'énergie primaire? Quand on parle de niveau d'automatisation, en fait, on compare le fait d'utiliser un thermostat programmable avec des têtes thermostatiques et un thermostat en fait idéal qui détecterait l'absence. Donc c'est vraiment le cas idéal irréalisable qui donne en fait une estimation limite. Donc pour en parler assez rapidement, hein, dans les résultats de cette approche, on n'a pas inventé effectivement l'approche par archétype. Hein. Il y a déjà des approches par archétype qui existent dans la littérature. Par exemple, le projet Tabula en Europe avait proposé une typologie de bâtiments qui permettait
d'avoir une représentation simplifiée de quel était le parc de logement en Europe et notamment en France. On a 40 bâtiments typiques. Ce que nous, on fait, c'est qu'on va un échelon plus loin et en fait, ce qu'on décide, c'est des ensembles ménage, logement, comportement. Et lorsqu'on mobilise cette grille d'analyse, on peut simuler en fait on peut simuler des résultats, des bénéfices environnementaux ici pour des questions assez pratiques. Donc là, vous avez par exemple les bénéfices environnementaux associés à l'automatisation du chauffage dans le cas d'un ménage d'un jeune couple qui vivrait sans enfant dans un appartement de 40 mètres carrés des années 70, qui serait chauffé à l'électricité, qui n'est pas isolé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a progressivement ajouté des niveaux d'automatisation croissants. Donc P1, c'est juste un thermostat à 19 degrés. P4, c'est une détection de la présence dans chacune des pièces, avec extinction du chauffage à chaque moment. On a ici, vous voyez à chaque fois plusieurs points avec des barres d'incertitude. C'est une première étude de sensibilité qui a été faite sur ces résultats. Nous avons simulé ça sur 3 cas d'études. Et les résultats montraient qu'en fait, l'automatisation du chauffage diminuait systématiquement les consommations du ménage. Donc là, on était à peu près content. Il y avait un cas où ce n'était pas vrai, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais la stratégie optimale dépendait beaucoup du ménage-logement considéré. Et en l'occurrence, les gisements d'économie d'énergie étaient largement situés dans les maisons individuelles qui étaient occupées par des personnes âgées, qui étaient isolées. Voilà. En conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ce travail de thèse, j'essaye d'explorer en quoi les modèles qui aujourd'hui ne comprennent pas les usages domestiques pourraient être améliorés. Je vous ai montré en quoi en fait, la construction d'archétypes de comportement pouvait permettre de répondre à cette solution. La question qui est posée dans le titre de numériser les usages est toujours un petit peu provocante puisque toute personne qui s'intéresse aux usages sait la complexité qu'il y a là-dedans. Et forcément, lorsqu'on travaille à faire un modèle qui travaille sur le logement et les ménages, à cette échelle de travail, on ne pourra retranscrire que les grandes tendances comportementales. Néanmoins, je trouve qu'il y a un apport qui est intéressant, c'est que lorsqu'on restitue cette dimension comportementale qui, pour moi, manque en fait dans ces modèles, en fait, on rend possible la compatibilité des modèles. Je trouve ça qui est vraiment intéressant et important. Les déterminants contextuels restent inaccessibles à mon échelle de travail. Néanmoins, si les cases, les profils qui sont dessinés permettent de réinscrire des contextes résidentiels plus précis, tout en restituant les grandes tendances, je trouve que c'est une approche qui est vraiment intéressante. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Non, pas du tout. On a une bonne vingtaine de minutes pour débattre avec vous, donc je pense que ça va être intéressant. Donc, je donne la parole tout de suite à Robin Foot, qui a accepté pour le groupe Ville et Métiers de servir de modérateur en fait, et donc d'ouvrir le débat. Peut-être qu'on peut supprimer le partage d'écran pour se voir, soit plus sympathique. Hop, arrêtez le partage. Merci. Donc, Robin, si vous voulez bien. Oui, alors, je vais être bref parce que je pense que Arnaud a proposé mon nom parce qu'il savait que j'étais incompétent. Donc, voilà. J'étais très intéressé par l'exposé, mais perplexe. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu une forme de socio-anthropologie du monde moderne liée à notre rapport à l'énergie. Donc, on a quelque chose de l'ordre, ce qui était montré, le rapport à l'énergie, au cycle de vie et aux formes de déshérence des logements avec l'âge. Voilà. L'autre point qui m'a aussi vraiment intéressé, c'est cette question de la numérisation des usages, parce qu'il y a pas mal de cas. Je pense au compteur Linky, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la pensée de l'usager rationnel, enfin, de l'individu rationnel. Et là, typiquement, par exemple, Linky, c'est vendu pour que chacun puisse piloter comme un chef d'entreprise tous ses interrupteurs. Et en fait, personne s'en sert, évidemment, parce que on a d'autres choses à faire.
Et par contre, voilà, donc ça, j'ai trouvé tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, comme je ne suis pas compétent sur la modélisation, ça m'a évoqué aussi ce que les travaux de Gilles Krag sur la modélisation des flux de mobilité pour anticiper la prise de décision sur la construction de routes, etc. Et en fait, ce qu'il montrait, c'est que on s'en moquait que le modèle ne soit pas fiable. Ce qui est important, c'était qu'il puisse supporter la décision. Peu importe que le résultat ne soit pas conforme à la prédiction. C'est-à-dire, voilà. Donc ça, c'est l'autre flux. C'est, on peut discuter des modèles, mais j'aimerais bien savoir si on considère le modèle comme un outil, il sert à quoi et pour qui? Voilà. C'est surtout ça qui m'intrigue parce que je me dis, moi, je vois dans des rénovations d'HLM sur la question de la ventilation, par exemple, dans l'habitat social, ce qui est une forme de, alors non pas de numérisation, mais de mise en objet des modes de vie. Eh bien, évidemment, quand il y a beaucoup de courants d'air, parce qu'il faut aérer, et on oblige mécaniquement à aérer les choses, ben, on bouche les aérations et on a des moisissures parce que les choses sont inadaptées, etc. Voilà. Donc il y a deux aspects. Il y a de quelle manière les modélisations permettent des usages, permettent d'inscrire dans les objets et institutionnaliser les usages dans les objets. Alors que ces objets soient du béton, des trous ou des formes numériques, je dirais, peu importe. Enfin, ça s'étudie après à chaque fois. Et l'autre, c'est ça sert à quoi, en fait, ces modèles? Pour qui? Voilà. Ok, merci beaucoup. Ouais. Oui, c'est deux questions très intéressantes. Sur l'institutionnalisation des usages, je pense que j'ai encore un chemin à faire dans ma réflexion et dans ma tête sur ce sujet-là. Moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est de voir l'absence, en fait, de ces usages dans les modélisations. Et du coup, j'imagine, je n'ai pas encore fait le terrain sur ce sujet-là, l'absence dans les représentations des personnes qui sont aux commandes. C'est-à-dire à quel point, en fait, les différentes traditions académiques sont présentes dans les imaginaires des personnes qui décident. Et dans ce sens-là, institutionnaliser les usages en intégrant en fait les usages dans les modèles me semble en fait un moyen de traduire et de véhiculer en fait des compréhensions qu'on a des comportements résidentiels dans d'autres sphères. C'est dans ce sens-là que moi je le vois. Sur la question de à quoi sert le modèle et pour qui, euh, moi ce que je trouve passionnant dans cette question de modélisation de consommation d'énergie, c'est qu'on se rend compte, et ça j'avais beaucoup aimé ça dans mes lectures, c'est de voir que si on veut parler de consommation d'énergie, on parle d'un truc qui est profondément quantitatif. Compter des kilowattheures, n'importe quel ingénieur sera féru de mettre des compteurs de consommation partout, il comptera en kilowattheures tout le temps. Si vous lui, il sera toujours très prompt à vous dire que si vous éteignez tel appareil, si vous le diminuez de tant de degrés, vous allez consommer tant de kilowattheures en moins. Néanmoins, pour le commun de la population, si on veut parler d'énergie, si on veut parler de chiffres, paradoxalement, il faut oublier le chiffre. Il faut parler de services énergétiques au minimum, si pas de routine, d'habitudes résidentielles, de pratiques de consommation. Et donc, ça, je trouve ça passionnant. Et donc, sur la question de à quoi sert le modèle et pour qui, en fait, on s'est dit qu'on a abandonné les quantitatifs pour aller sur de la description de routine, mais à la fin, en fait, lorsqu'il s'agit de décider d'un changement de comportement, donc pour une politique de soutien à un changement de comportement, lorsqu'il s'agit de décider d'une rénovation ou d'une politique de subvention, là, on en arrive en fait à des questions, on revient à ce dénominateur quantitatif qui est que si on arrive à économiser tant suite à telle politique, on arrivera à économiser donc tant de kilowattheures et donc tant d'euros. Et donc cette question quantitative se repose à ce moment-là. Et donc c'est dans ce sens-là que la précision de la prédiction est particulièrement prégnante. Voilà, donc c'était des éléments de réponse que je voulais apporter. Je ne sais pas si ça répond à toute la question. En tout cas, c'est des éléments que moi j'ai en tête. Vas-y Jean-Pierre, oui.
Oui, en fait, c'est la question de fond. En fait, le modèle, c'est le médiateur entre la recherche et le monde opérationnel, entre les opérateurs. Les opérateurs, ils demandent des chiffres qui les rassurent et qui leur donnent un cap. Et les chercheurs, ils donnent des processus, mais pour identifier ces processus, il faut qu'ils donnent des modèles. Donc déjà, c'est une médiation. Après, et une question de fond qui se pose la question énergétique, c'est que comme c'est une médiation, le modèle, très souvent, on se rend compte que dès lors qu'on expérimente le modèle sur une production de bâtiments, on a un écart très fort entre la perspective du modèle et ce qui peut être produit et la réalité. Et du coup, on rajuste le modèle en permanence et ce rajustement va donner d'autres normes qui vont produire d'autres écarts, qui vont produire d'autres ajustements, qui vont produire d'autres normes. Donc, on se retrouve dans une société de l'innovation qui n'a pas de sens, en fait, qui fait que le modèle il a une perversité en soi, qui fait qu'il produit sans arrêt de nouvelles normes qui ne sont pas atteignables. Donc, c'est une question, c'est vraiment une question de philosophie des sciences. Alors après, l'autre élément, du coup, qui est quand même tout de même intéressant, c'est que le modèle de comportement énergétique, c'est ce qui permet de faire le lien, en tout cas, qui permet d'essayer de faire le lien, en tout cas, moi je le vois comme ça, entre tout le travail des ingénieurs sur le calcul des consommations énergétiques et tout le travail des sciences humaines sur les comportements. Et les comportements, quantitativement, ils sont pas modélisables de leur complexité. Et quantitativement, la consommation énergétique, elle est modélisable, mais sans les comportements, tous les écarts. Donc là, il y a un enjeu par rapport à ce que fait Mathias, et dont la posture est intéressante. C'est est-ce qu'il est possible de modéliser dans des modèles de comportement, de consommation énergétique, la complexité des pratiques sociales. Et qu'une pratique beaucoup plus large, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut modéliser la complexité des pratiques sociales? Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu pour la question, la recherche en ingénierie. C'est aussi un vrai enjeu pour la question des sciences sociales. Parce que si les sciences sociales ne sont pas capables de rentrer de fond dans la question de modélisation, ils vont perdre le contact avec tout le milieu opérationnel notamment. Quand on regarde les travaux en sciences sociales, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de grands sociologues qui ont essayé de travailler sur la modélisation. On parle de Boudon, Bourdieu par exemple aussi également. Et ça a complètement été abandonné au profit de recherche qualitative dont le sens quantitatif s'est éloigné. On a perdu cette question. Donc, je pense que c'est important d'y revenir. Et on y revient notamment à la faveur de la question environnementale et énergétique. Mathias, vous voulez réagir? Je rejoins totalement la formulation de Jean-Pierre sur l'aspect médiatisation. Je n'avais pas posé le mot, mais en tout cas, c'est vraiment l'approche moi, que j'ai dans le travail de thèse que moi je propose. Effectivement, vous aviez aussi dit au début que c'était un exercice qui n'était pas facile. Vous aviez souligné la complexité de mener ce travail d'interdisciplinarité. Donc moi, je reste un ingénieur qui est en réflexion, en réflexion en fait sur les pratiques des ingénieurs et je m'immerge dans un milieu de sciences humaines pour mieux comprendre en fait quels sont les modèles qualitatifs, quelle est la complexité et comment la réduire et l'intégrer dans les modèles pour en faire un outil de médiation. Je pense que c'est un vrai défi, j'essaie d'apporter une contribution. Je ne sais pas si
si ça vous avait fait écho, les modèles que j'ai pu développer dans la présentation, si ça vous a parlé ou pas du tout. En tout cas, c'était un espoir dans cette présentation, d'en parler un petit peu. Peut-être pour ouvrir un petit peu le débat, parce que c'est vrai que la plupart d'entre nous, enfin notamment ceux qui sont vraiment purement SHS, sont assez loin de leur base en fait. Donc on prend effectivement un risque, mais ce risque, Jean-Pierre l'a dit, il est absolument nécessaire, sinon on est uniquement dans une posture critique et globalement on se coupe un petit peu de la réalité. Le groupe Nature Urbaine, en fait, il a fait une enquête sur des logements sociaux récemment. Et il travaillait en fait sur le tri sélectif, en montrant qu'une partie des gens qui étaient dans ces logements sociaux ne pratiquaient pas le tri sélectif jusqu'au jour où le bailleur a fait des jardins partagés. Et où en fait, ils ont réussi par un travail éducatif à faire comprendre aux habitants l'intérêt qu'ils avaient en fait à pratiquer le compost, etc. Est-ce que vous, dans votre travail sur l'énergie, vous pouvez en fait aller jusqu'à ces usages croisés? Parce que pour reprendre effectivement l'exemple du compteur Linky, très grande majorité d'entre nous ne l'utilisent pas en fait. Et donc du coup, en fait, l'usager lui-même est à l'écart de ces modèles. Est-ce que vous pouvez croiser à un moment donné ces usages pour la consommation énergétique et jusqu'où va votre degré d'approche des usages? Parce que là, on a compris que vous utilisez des bases de données déjà faites. Est-ce qu'il y a des enquêtes de terrain ou Moi, je dirais que l'apport principal de la modélisation que je fais, vous l'avez vu, hein, dans les archétypes de comportement que j'ai proposés, les dimensions qui sont proposées, elles restent quand même assez synthétiques. On parle de niveau d'équipement, on parle de niveau d'usage, de pratique de régulation thermique. Ça reste des comportements, si on reste dans cet espace synthétique, ça reste des comportements très agrégés, très moyens. Donc forcément, lorsqu'on dit qu'on ne peut pas modéliser cette complexité, on le visualise bien à ce moment-là. Moi, je trouve que l'apport de cette modélisation, c'est vraiment de proposer une vision éclatée, en fait, de proposer une série de cases. Donc ici, j'avais proposé 25 profils de ménage et de logement auxquels on a associé en fait des modes de vie. Et en fait, cette création de cette grille, elle permet en fait de se dire, bon, il y a des contextes d'habitation qui sont très différents et on est capable de les décrire. Et dans ces contextes-là, en fait, je ne rentre pas dans les déterminants contextuels qui expliquent, qui peuvent guider les rationalités des personnes qui ont répondu à cette enquête-là. Mais j'ouvre la possibilité en fait, d'imaginer ces cadres-là. Vous parliez juste de Linky avant. Je trouve que c'est un bon exemple parce que moi, par exemple, je l'utilise. Moi, je suis ingénieur, je suis ingénieur électrique de formation, donc ça réactive clairement ma formation. Donc, je suis un peu divisé sur cette question parce que en tant qu'électricien, je suis convaincu de son intérêt. En tant que citoyen, je suis très perplexe sur la manière dont ça a été mis en place. Il y a eu une thèse qui a été faite au LATS sur cette question-là. Mais je pense que, en tout cas, ce que ça évoque, là, cette réflexion, c'est que oui, on peut aussi faire une typologie d'attitude, en fait, et de mode d'action, de mode de réflexion sur quels sont les comportements à faire pour mieux réguler son énergie. Donc, il y a déjà des typologies qui sont proposées dans la littérature, avec des gens qui sont plutôt favorables à l'information, d'autres gens, en fait, qui sont très contraints par leur quotidien, donc gérer les enfants, et d'autres gens qui sont contraints par les trajets qu'ils doivent faire pour le travail ou leur travail qui est très fatigant. Donc, les rationalités qui sont derrière, elles ne peuvent pas être intégrées directement dans la modélisation que moi j'ai proposée. Ok. José Frédéric? Oui, je voulais juste réagir un peu à ce que a pu dire Robin et toi, Loïc. Je pense que, en fait, quand on parle de modélisation, c'est un peu une monstruosité sémantique. Parce on voit bien justement dans les travaux de Mathias qu'en fait, il y a différents types de modèles et que il y a des modèles qui peuvent avoir une bonne prédictibilité mais qui n'expliquent rien. Et puis il y a des modèles qui expliquent des choses, comme ceux que propose Mathias, et qui n'ont pas forcément une très bonne prédictibilité. Là, je parle sous le contrôle de Mathias. Peut-être je n'ai pas bien compris, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, voilà, enfin, de même que pour éviter la dichotomie qualitatif-quantitatif, là, à l'intérieur du quantitatif, il y a des modèles différents avec des finalités différentes.
Oui, c'est très bien dit. Ouais. Okay. On a le temps de prendre encore une ou deux questions et puis on referme. Je dois intervenir. En fait, dans le travail énergiable qu'a évoqué Mathias, on a fait un travail complémentaire. C'est parce qu'on a fait les 2000 enquêtes et avec plus de questions en question. Et puis après, dans ces 2000 enquêtes, on a isolé 60 ménages dans lesquels on a mis chez qui on a mis des compteurs. Et en même temps, on leur a demandé de remplir des tableaux de bord. Chaque fois qu'ils faisaient une action relative à la consommation énergétique, ils devaient la signaler. Ce qui veut dire qu'au-delà des compteurs, on avait l'action qualitative qui renvoyait au comptage. Et ces données sont tellement complexes qu'on ne les a jamais analysées. Mais Mathias, il les a récupérées. Alors, je ne sais pas s'il va les utiliser. Parce que, en fait, on a un corpus là d'enquête assez ancien, mais inédit et inégalé, qui renvoie à la fois la possibilité de comptabiliser la consommation et en même temps de renvoyer à l'action réelle du comportement. Et ça renvoie à l'autre question qui est que moi, je suis persuadé que le modèle, il peut expliquer le comportement. Et c'est pas uniquement une simplification du comportement, c'est aussi une explication. Et le danger, moi je mets souvent Mathias, j'alerte souvent Mathias là-dessus, on a eu une réunion récemment, le danger c'est de travailler le modèle pour le modèle. Parce que ça, on s'en fout en fait. Le fond, c'est d'utiliser le modèle pour comprendre. Sinon, il ne sert pas à grand-chose. Et donc, si on va sur un travail d'ingénieur qui va arriver à des modèles hyper pointus, qui va améliorer de 0,0 point, 1 point la précision et qui est pas, on s'en fout en fait. Donc, c'est comment utiliser le modèle pour comprendre. Et c'est ça l'enjeu. Voilà. Ok, merci. Je propose qu'on en reste là pour garder le format. Donc, merci beaucoup pour ce déjeuner. Merci Mathias, merci José Frédéric et merci Robin. Mathias. Merci Jean-Pierre pour cette présentation. Donc, le prochain déjeuner en fait aura lieu le 13 juin prochain. Il est proposé par le groupe Mobilité urbaine pédestre et ce sera Elliot Ducharme qui travaille aussi sur des mobilisations actuellement avec le conseil départemental du Val-de-Marne en fait, sur la question de la mobilité des usages de la rue. Voilà, merci à vous. Et donc, écoutez, cette conversation, j'espère qu'on aura l'occasion de la reprolonger ailleurs au sein du LABEX. Elle a été en tout cas extrêmement stimulante. Merci, bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.